de presse est de vous présenter une décision de l'État sur le réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique, réaménagement qui fait suite à l'arrêt du projet Notre-Dame-des-Landes et qui s'est appuyé sur la grande concertation publique qui a été tenue entre le 27 mai et le 31 juillet dernier, sous l'égide de 2 garantes indépendantes dont je tiens à saluer le travail. À la suite de la concertation, la DGAC a analysé un très grand nombre de contributions, parmi lesquelles 11 700 contributions en ligne et plus de 125 cahiers d'acteurs, et je tiens également à les remercier pour ce travail tout à fait conséquent. Le temps est aujourd'hui à la décision, et c'est celle-ci que j'ai l'honneur de vous présenter au nom du gouvernement. La décision est la suivante et s'inscrit dans une exigence triple. Il s'agit d'abord de protéger les populations riveraines de l'aéroport et les populations survolées des nuisances aériennes et au-delà de préserver l'environnement. Il s'agit ensuite de réaménager l'aéroport pour répondre avec sobriété aux besoins actuels et futurs des mobilités des habitants et des entreprises du Grand Ouest. Il s'agit enfin de réaménager l'aéroport en toute transparence selon une gouvernance ouverte aux collectivités territoriales et à l'ensemble des parties prenantes. Pour répondre à cette ambition et à ces exigences, l'État prend dès à présent 31 mesures qui vous ont été transmises dans le communiqué de presse et que je ne vais pas détailler in extenso, mais je tiens toutefois à revenir sur quelques-unes d'entre elles qui me paraissent tout à fait essentielles pour la suite du projet. S'agissant d'abord de la protection des populations et de l'environnement, une première mesure importante est la mise en place d'un couvre-feu. Cette mesure est une attente forte et unanime qui est ressortie de la grande consultation. C'est aussi une mesure qui a fait l'objet d'un consensus politique, notamment parmi les 24 maires de la métropole de Nantes. L'objectif est d'interdire la programmation des vols la nuit, entre minuit et 6 heures du matin, et d'interdire les avions les plus bruyants entre 22 h et 6 heures du matin également. Ce couvre-feu pourra entrer en vigueur à la fin de l'année 2021, mais des compagnies aériennes nous ont d'ores et déjà fait des propositions sans attendre l'échéance que je viens de citer. Il est par ailleurs institué un droit de délaissement exceptionnel, conformément aux annonces du Premier ministre cet été. Ce droit de délaissement sera créé par la loi. C'est une mesure tout à fait exceptionnelle, justifiée par le contexte particulier dans lequel s'inscrit le projet. Très concrètement, ce droit permettra à l'État de racheter aux propriétaires qui le souhaitent leur logement, dès lors qu'il est situé dans les zones de bruit fort, en tenant compte d'une éventuelle dépréciation due au maintien de l'aéroport sur son site actuel. C'est donc une mesure plus forte qu'une simple acquisition au prix du marché, et ce droit pourra être exercé pendant une durée de 5 ans. Les biens éligibles seront notamment ceux acquis entre la signature du contrat de concession actuel, c'est-à-dire décembre 2010, et l'annonce de l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire janvier 2018. Enfin, sur ce premier volet, une aide complémentaire à l'insonorisation des logements est mise en œuvre. Elle vient compléter celle déjà permise par le plan de gêne sonore et consiste, pour les biens inscrits dans le périmètre du plan de gêne sonore, en une augmentation du taux d'aide. Le taux d'aide de droit commun est porté de 80 à 90% et le taux d'aide sur condition de ressources est lui porté de 90 à 100%. Cette aide complémentaire peut déjà être sollicitée auprès du fonds de compensation qui a été institué le 2 août dernier, et ce pour une période de 10 ans. Venons-en maintenant au projet de réaménagement proprement parlé. Celui-ci sera, je l'ai dit, sobre et performant, avec l'objectif de répondre aux besoins de déplacement des habitants du Grand Ouest, les besoins actuels et futurs. Et pour ce faire, la piste fera l'objet d'un allongement. La DGAC a, vous le savez, mis au débat plusieurs options avec un seul objectif, celui de réduire les nuisances sonores pour les riverains de l'aéroport et pour les populations survolées. Je vous confirme donc que l'allongement en question ne vise pas à permettre l'accueil d'appareils plus gros. Au terme des échanges qui ont prévalu cet été et au printemps, les options d'une piste en V et d'un allongement de 800 mètres ont été très majoritairement rejetées. Et l'option d'une piste transversale qui a pu être soutenue par certains et par certaines n'est pas retenue. En effet, cela aurait conduit à exposer les habitants qui sont aujourd'hui en dehors des trajectoires à être
exposés dans ces trajectoires en question. Et par ailleurs, la piste transversale aurait eu pour impact la grande consommation en terres agricoles et en zones humides et aurait conduit à l'expropriation de personnes sur 140 hectares, ce qui a conduit aujourd'hui l'État à rejeter cette alternative. Le gouvernement a pour autant décidé de retenir un allongement de la piste existante. Cet allongement sera limité à 400 mètres, car c'est la longueur qui permet d'augmenter au mieux la distance de survol de la ville de Nantes, tout en limitant l'impact foncier et environnemental au sud de l'aéroport. Les procédures d'approche pour les atterrissages seront par ailleurs améliorées. Au nord du terrain, le gouvernement a décidé de privilégier la mise en place de 2 procédures d'approche pour améliorer la situation des riverains de l'aéroport et des populations survolées. Les trajectoires actuelles des accès de 13 degrés par rapport à l'axe de piste seront maintenues pour les conditions météorologiques favorables, en tout cas en conditions météorologiques favorables. La pente d'approche sera de 3 degrés comme actuellement, et grâce à l'allongement de la piste, l'altitude de survol sera de ce fait augmentée de 33 mètres. En cas de conditions météorologiques dégradées, les avions atterriront selon une autre procédure, situer celle-ci dans l'axe de la piste, avec l'aide d'un système d'atterrissage de précision dont je pourrais vous parler si vous souhaitez juste après. Et j'ai souhaité que dans cette situation, qui conduit évidemment à survoler des zones plus densément peuplées, la pente d'approche soit augmentée et passe donc de 3 degrés à 3,5 degrés. Sur cette approche, l'altitude de survol sera donc augmentée de plus de 100 mètres au niveau du centre-ville de Nantes. Au sud de la piste maintenant, l'allongement de la piste ne modifiera pas par lui-même la situation des habitants, mais le seuil d'atterrissage sera décalé de 400 mètres vers le nord afin d'améliorer la situation des habitants de la commune de Saint-Aignan de Grandlieu, et les trajectoires de départ seront par ailleurs modifiées pour éviter le survol de la Chevrolière. Nous avons par ailleurs été particulièrement vigilants sur la sobriété du bilan foncier, et dans un objectif de moindre impact écologique et environnemental, et afin de préserver l'organisation des dessertes terrestres existantes, l'aérogare sera maintenu, modernisé et développé sur son emplacement actuel, c'est-à-dire à l'est de la piste. Le futur concessionnaire devra, à cet égard, réaliser un aéroport de haute performance environnementale, et l'aménagement actuel qui nécessite 35 hectares de foncier à acquérir sera compensé par la libération de 65 hectares. C'est donc au total un bilan foncier amélioré de 30 hectares qui seront demain libérés et valorisés. Enfin, je tiens à vous confirmer qu'aucune subvention publique ne sera versée au futur concessionnaire de l'aéroport, ni pour la réalisation des travaux, ni pour son exploitation. J'en viens maintenant à la gouvernance et au suivi du projet qui devrait être le reflet d'une action publique claire, transparente et compréhensible. Pour ce faire, un comité de suivi des engagements de l'État et des collectivités territoriales sera installé. Seront invités à participer à ce comité de suivi, évidemment, l'État et les collectivités, mais aussi les associations, les chambres consulaires et consultatives, les organisations professionnelles et syndicales, les acteurs économiques et bien sûr le futur concessionnaire de l'aéroport. Parallèlement, un observatoire de Nantes Atlantique sera créé d'ici à la fin de l'année. Il aura notamment pour mission d'observer le bruit aérien, la qualité de l'air, l'évolution des prix du foncier et de l'immobilier, et de suivre les effets de l'aéroport pour l'économie et pour l'emploi. Cet observatoire rendra compte au moins annuellement de la mise en œuvre de ses missions au comité de suivi, et ces rapports seront bien sûr publics. Enfin, un comité stratégique sera mis en place. Il sera présidé par le préfet de la région Pays de la Loire pour toute la durée du projet, et il associera à la réflexion stratégique non seulement l'État, les élus représentant la métropole de Nantes, les communes intéressées évidemment, mais aussi la région et le département. Mesdames et messieurs, avant de répondre à vos questions, je voudrais terminer en vous disant la conviction que la décision de l'État permettra au territoire du Grand Ouest de poursuivre son développement, notamment autour de la commune de Saint-Aignan de Grandlieu, tout en préservant la qualité de vie et de santé de ses habitants. Et sur un plan plus pratique, je porte à votre connaissance que l'appel d'offres pour désigner le futur concessionnaire du réaménagement puis de l'exploitation sera lancé dans les jours qui viennent. Le nouveau contrat sera signé fin 2021 et les travaux de réaménagement seront achevés autour de 2025.
Voilà en quelques mots les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance et je me tiens maintenant à votre disposition pour les quelques questions que vous auriez éventuellement. Je vous remercie. Est-ce que la réfection de la piste actuelle, et donc dans l'hypothèse aussi d'un ralentissement, nécessite de fermer la piste? Alors, c'est une bonne question. Vous avez raison de dire que les travaux de réaménagement se feront sous contrainte d'exploitation. Et oui, pour les travaux de structure de la piste, il y aura une immobilisation de la piste pour quelques semaines étant évaluées actuellement entre 3 et 4 semaines. Le gestionnaire de l'aéroport aura donc à mettre en œuvre les solutions pour assurer la continuité des voyages des usagers de la plateforme. 3-4 semaines. C'est ce qui est prévu et c'est ce qui est classiquement fait quand la structure de la piste doit être travaillée, ce qui est le cas, ce qui sera le cas dans le projet de réaménagement que je viens de vous présenter ici. Le fonds de compensation, il avait été évoqué 10 millions à une époque. Alors, après, le tarif, le montant avait plus ou moins été modifié, ou en tout cas changé. Vous en êtes où sur ce fonds de compensation des mesures exemplaires? Alors pour être le plus clair possible, ce fonds de compensation qui a été institué le 2 août dernier sera doté en loi de finances cette année d'1 million d'euros pour amorcer les travaux. Par ailleurs, le futur concessionnaire apportera 10 à 15 millions d'euros. Et vous savez que d'ores et déjà, certaines collectivités se sont dites prêtes à abonder. C'est le cas notamment du conseil départemental par la voix de Philippe Grosvalet qui a parlé de 6 millions d'euros. Donc en tout état de cause, le volume initial de ce fonds est aujourd'hui de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Le coût global du projet a été évalué par les médiateurs à entre 150 000 et 300 millions d'euros. Est-ce qu'on a une vraie fourchette? C'est toujours effectivement la fourchette que nous avons actuellement. Le cahier des charges définira précisément le volume des travaux, le niveau de service et nous pourrons revenir vers vous avec des chiffres à ce moment-là tout à fait précis. Vous n'avez pas parlé des parkings. Est-ce qu'il y a des projets de construction de nouveaux parkings silos comme ça avait été évoqué? Alors, vous savez qu'il y a 1000 places supplémentaires qui sont aujourd'hui à la charge du concessionnaire actuel. Nous continuerons à être extrêmement vigilants et évidemment le cahier des charges du futur concessionnaire concernera tout à fait ce sujet qui est aujourd'hui un des points noirs dans l'accessibilité et le stationnement de l'aéroport actuel. Également dans la concertation avait été évoquée l'hypothèse d'avoir 2 terminaux, un pour les vols traditionnels, un autre pour les vols low cost. Où vous en êtes de cette hypothèse? Alors c'est une hypothèse qui a été écartée car a émergé de la concertation le consensus de ne pas différencier le niveau de service des terminaux en fonction de la fréquentation de telle ou telle compagnie aérienne. Pour être très clair, il n'y aura pas de terminal low cost pour les compagnies low cost de la plateforme. Les engagements de l'État sur les transports publics pour amener à Nantes Atlantique? Oui, alors c'est une discussion effectivement qui doit se tenir et qui s'est tenue précédemment avec les élus, non seulement les élus de la métropole, mais aussi les élus de la région. L'État avance, notamment sur les sujets ferroviaires, autour de la signalisation, autour du massif Valenton, et puis l'État prend sa part dans les études qui permettront l'accès à l'aéroport. Il y a actuellement une dizaine de scénarios qui sont sur la table. Évidemment, les scénarios tiennent en compte des annonces que je viens de faire ici. Pour l'accès direct à l'aéroport, vous savez qu'il y a des solutions ferroviaires qui sont étudiées, mais aussi des solutions au travers de la ligne 3 du tramway, ou encore des aménagements en site propre qui pourront être étudiés. Donc tout ça, évidemment, fait partie de la relation que nous avons au jour le jour avec les élus du territoire. C'est quoi le calendrier pour ces options de transport public? Alors là, il y a un travail jusqu'à avril et de fait une neutralisation au moment des élections municipales et on va venir très rapidement avec des engagements fermes et définitifs. Vous avez évoqué les 2 systèmes d'approche différenciés selon la météo. Ça veut dire que vous allez installer l'ILS pour ne pas l'utiliser tout le temps. Alors ça veut dire que sur la piste, la procédure dans l'axe, il y aura effectivement un ILS calibré sur 3,5 degrés, donc avec une porte un peu plus forte. Et sur l'approche des accès, il y aura une procédure satellitaire avec une pente de 3 degrés qui permettra un guidage latéral et un guidage vertical, comme cela se pratique dans beaucoup de termes. Donc procédure satellitaire, donc plus manuelle comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une procédure avec un VOR, un système de navigation qui est un peu ancien, pour le dire comme ça. Et donc les procédures seront modernisées tant sur l'approche des accès que sur l'approche dans l'axe. Vous avez parlé d'impact environnemental. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement est sûr que l'allongement de la piste de 400 mètres n'aura aucun impact environnemental, notamment avec la proximité du lac de Grandlieu? Alors évidemment, pour répondre à votre question, le gouvernement
a tenté de concilier deux impératifs. D'abord, protéger les populations, et cela nécessitait d'allonger la piste pour protéger les habitants, les riverains survolés par l'aéroport, et minimiser l'impact environnemental, notamment au sud de l'aéroport et évidemment en bordure de la commune de Saint-Aignan en Grandlieu. Et par ailleurs, vous l'avez noté, le bilan foncier de l'aéroport permet de rendre 30 hectares de terre qui seront libérés et valorisables, et d'une manière générale, il y a une attention tout à fait particulière pour faire de l'aéroport de Nantes un des premiers aéroports modernes en termes de transition écologique. J'ai cité le couvre-feu, mais il y aura aussi une étude très précise sur l'impact sanitaire, avec la prise en compte de particules fines et ultra fines, et avec les techniques les plus modernes d'évaluation de ces risques sanitaires et de ces polluants. Donc nous voulons vraiment faire à la fois un exercice scientifique très précis, mais aussi œuvre de transparence sur ce sujet, qui, comme vous le savez, est une préoccupation sociétale très largement partagée par les habitants de la région et au-delà. Vous avez sélectionné l'option la moins chère. Les réactions étaient plutôt mitigées dehors. Est-ce que ce n'est pas un projet de modernisation au rabais? Non, nous avons choisi l'option qui permet à la fois le développement de l'aéroport, l'accompagnement du trafic et donc un service adapté aux habitants et aux entreprises du Grand Ouest. Et nous avons choisi l'option qui pénalise le moins, en tout cas qui a l'impact environnemental et foncier le moins important. C'est un travail de conciliation et nous avons écarté les hypothèses comme la piste transversale qui serait allée impacter très défavorablement des populations qui aujourd'hui sont hors des trajectoires et qui par ailleurs auraient posé de gros problèmes en termes de consommation de terres agricoles et de consommation, en tout cas de protection des zones humides. Donc nous avons choisi le projet de réaménagement qui soit le plus sobre, le plus environnementalement vertueux et qui corresponde aux besoins qui ont été exprimés en termes de développement et de connectivité aérienne à l'occasion de la concertation. Quand on entend le minimum, l'État a choisi le minimum, vous avez l'impression d'avoir écouté la concertation, d'avoir fait en fonction Je crois que j'ai rappelé les chiffres, 11 700 contributions en ligne, plus de 125 cahiers d'acteurs. Vous avez dans le dossier de presse l'ensemble des concertations et des éléments qui nous sont remontés entre le 27 mai et le 31 juillet. C'est tout à fait conséquent en termes de volume et nous avons étudié l'ensemble des propositions qui ont été remontées, y compris la localisation qui n'était pas prévue, mais de l'aéroport sur un autre site, à Cordemais ou à Montluçon. Nous avons petit à petit écarté les opérations qui ne nous semblaient pas, en tout cas les propositions qui ne nous semblaient pas crédibles sur le plan du projet, sur le plan du financement ou sur le plan du bilan environnemental. Et nous avons aujourd'hui l'option qui concilie le mieux les intérêts que je vous ai décrits, le développement de l'aéroport, la capacité d'accompagner les habitants et les entreprises du Grand Ouest et l'impact raisonné en termes environnementaux et fonciers. Le couvre-feu va-t-il s'appliquer aux compagnies qui ont une base à Nantes? Le couvre-feu s'appliquera à toutes les compagnies aériennes. Et donc je précise les deux éléments, l'interdiction de programmation des vols entre minuit et 6 h du matin et l'interdiction des avions les plus bruyants entre 22 h et 6 h du matin. Je tiens à préciser que nous avons déjà des engagements précis de groupes de compagnies aériennes, notamment le groupe Air France KLM, qui a dit vouloir programmer ces avions les plus efficaces sur le plan de la consommation carburant et du bruit sur notre Atlantique, c'est notamment le cas du groupe Air France, et puis des engagements de DHL qui s'engagent sur un plan de transition écologique, notamment sur ces équipements au sol. Le maire de Saint-Aignan avait un doute sur le montant du fonds de compensation. Si ce n'est pas suffisant, est-ce que l'État compensera? Alors je voulais préciser, puisque nous avons eu cette discussion avec lui il y a quelques instants, les chiffres que j'ai portés à votre connaissance, c'est-à-dire 1 million de finances cette année, 10 à 15 millions du futur concessionnaire, 6 millions du département qui s'est dit prêt à abonder. Et nous avons dit que l'État, sur la base des besoins qui seraient diagnostiqués, est tout à fait prêt à ouvrir des échanges, une discussion avec lui sous l'égide du préfet, qui est extrêmement mobilisé sur ce sujet. Monsieur le ministre, on peut vous poser une question sur un autre aspect? Si on a terminé sur notre Atlantique, sinon il y a encore des questions. Ok. Concernant la grève et votée encore